Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler d'insuffisance rénale aiguë et je vais essayer de vous parler de l'évolution du concept concernant l'insuffisance rénale aiguë puisque depuis la première définition de 1800, il y a eu beaucoup de connaissances qui se sont accumulées pour aboutir maintenant à un concept qu'on appelle l'acute kidney injury dont je vous parlerai plus en détail. Néanmoins, ça ne fait pas de mal de revenir aux choses classiques, en particulier aux étiologies d'insuffisance rénale aiguë. De manière très classique, on distingue les causes pré-rénales, les causes rénales et les causes post-rénales, c'est-à-dire essentiellement obstructives. On entend par cause pré-rénale tout ce qui entraîne une diminution de la perfusion rénale. Cela entraîne inévitablement une diminution de la filtration glomérulaire et l'organisme, dans cette situation, essaie de s'adapter en concentrant les urines et en réabsorbant plus le sodium, comme on peut le comprendre. La diminution de la perfusion rénale, elle a des causes multiples, vous le savez. Ça peut être une hypovolémie, une insuffisance cardiaque aiguë, une chute des résistances vasculaires systémiques comme dans le choc septique. Ça peut être aussi une vasoconstriction rénale, ça peut même être une obstruction d'une artère rénale ou un thrombus aortique, par exemple, qui diminuerait la perfusion rénale. Donc tout le monde comprend bien ces causes pré-rénales. Les causes post-rénales, c'est une obstruction des voies urinaires. Lorsqu'on a un obstacle sur les voies urinaires, il y a une augmentation de la pression au niveau des voies urinaires qui retentit sur la pression intraglomérulaire, et l'augmentation de la pression intraglomérulaire entraîne une diminution, voire un arrêt de la filtration glomérulaire et donc une insuffisance rénale. On peut aussi avoir des causes qui correspondent à une atteinte directe du rein, que ce soit d'origine toxique, d'origine médicamenteuse, ou d'une maladie, genre diabète, etc., qui entraînent des lésions directes au niveau du parenchyme rénal, ce qui correspond à l'acute kidney injury. Mais il faut bien comprendre qu'une cause pré-rénale peut évoluer avec une atteinte et des lésions organiques au niveau du parenchyme rénal. De même, une cause post-rénale, une obstruction post-rénale, une obstruction des voies urinaires peut atteindre le parenchyme rénal et qui peut présenter des lésions définitives si on ne corrige pas l'étiologie de la cause rapidement. Néanmoins, on va s'étendre un peu plus sur ces acquis, ces acute kidney injury. Cette notion d'acute kidney injury, qui date de 2015 à peu près, nous montre que ça survient en général sur un terrain particulier, l'âge, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, le diabète, les néphropathies chroniques, à l'occasion, en général, d'une situation favorisante, que ce soit l'hypovolémie, une circulation extracorporelle, une ventilation, un sepsis, voire une mauvaise utilisation de vasopresseurs, des drogues néphrotoxiques. Donc tout ça conduit à des lésions du parenchyme rénal. Cette acute kidney injury correspond à peu près à 7% des patients hospitalisés en moyenne. Et en réanimation, il y a 1/3 à 2/3 des patients qui présentent des lésions d'acute kidney injury. Tout dépend un petit peu du biais de recrutement. Mais une chose est certaine, c'est que les patients qui présentent
ce genre de lésions ont une mortalité élevée dès qu'il y a nécessité de mettre en œuvre une épuration extra-rénale, puisqu'on voit que la mortalité est de 40 à 70% selon les études, sachant que pour donner un ordre de grandeur, la mortalité moyenne dans les services de réanimation en France est autour de 20-25%. Évaluer une insuffisance rénale aiguë, en particulier en réanimation, c'est vraiment difficile. Difficile car on se heurte à des définitions de l'insuffisance rénale aiguë qui sont multiples. J'en ai relevé plus de 35 dans la littérature. Les causes sont extrêmement diverses et variées. Il y a souvent des étiologies multifactorielles. Elle est rarement isolée et pure, l'insuffisance rénale aiguë, et la façon de la prendre en charge varie d'un service, d'un centre à l'autre. Donc ce n'est pas évident de faire des études objectives sur l'insuffisance rénale aiguë en réanimation. Revenons à l'essentiel pour essayer de quantifier, de voir exactement le degré d'insuffisance rénale aiguë. Le centre, c'est la diminution de la filtration glomérulaire. Et pour essayer de l'évaluer, il y a classiquement deux grandes façons de faire. Mesurer la créatinine et regarder la diurèse. Cela a donné naissance à des scores de gravité. Le premier a été le score Rifle, qui repose sur la créatinine plasmatique et les débits urinaires. Et ce score Rifle correspond à risque d'insuffisance rénale, déjà insuffisance rénale présente, défaillance rénale, perte de la fonction rénale, voire insuffisance rénale terminale. Ce score Rifle a fait place plus récemment à un autre score plus populaire, qui est le score Akin. Le score Akin, lui aussi, à part qu'il comprend que 3 stades, s'intéresse à la créatinine plasmatique et lui aussi au débit urinaire. Le fait de s'intéresser à la créatinine et au débit urinaire pour établir un score de gravité mérite néanmoins réflexion. Tout d'abord, on s'intéresse à la créatinine plasmatique. Alors, la créatinine plasmatique, il faut bien comprendre qu'on la mesure dans le compartiment plasmatique, qu'elle correspond à la dégradation musculaire qui, chaque jour, produit de la créatinine. Ensuite, cette créatinine est éliminée, si tout va bien, par voie urinaire. Pour une partie et une autre partie par voie digestive. Si la masse musculaire augmente, la production de créatinine augmente et l'élévation de la créatinine plasmatique n'est pas forcément le témoin, vous le comprenez bien, d'un mauvais fonctionnement rénal. A l'inverse, si on est en face d'un sujet qui est complètement amyotrophique, la créatinine plasmatique va sous-estimer, va sous-évaluer l'altération de la fonction rénale. Remarquez bien également que la créatinine, une fois dans le plasma, a tendance à être diffusée dans l'eau totale de l'organisme. Auparavant, je reviens sur la créatinine plasmatique et la filtration glomérulaire. Regardez bien sur cette dia qui représente l'évolution de la filtration glomérulaire et le chiffre de créatinine plasmatique. Vous voyez qu'il faut déjà une réduction de près de moitié de la filtration glomérulaire
pour que la créatinine plasmatique commence à augmenter un tantinet. Et donc, il va falloir déjà une très grosse altération de la filtration glomérulaire pour que la créatinine plasmatique commence à augmenter de manière significative et nette. Vous avez vu aussi que cette créatinine a tendance à diffuser dans l'eau plasmatique. Donc l'élévation dans le plasma sera encore d'autant plus ralentie. Et si on s'intéresse que à la créatinine plasmatique, on va faire des diagnostics tardifs d'insuffisance rénale. Puisqu'entre le moment de l'agression H0 et puis le moment où on pourrait éventuellement faire un diagnostic précoce, mettons vers la 8e ou 12e heure, vous voyez que pour que le chiffre de créatinine plasmatique commence à augmenter de manière significative, on va arriver avec un train de retard qui peut atteindre 48 heures, voire un peu plus. C'est pour ça que le dosage de la créatinine plasmatique est toujours couplé à l'évaluation de la diurèse. Mais là aussi, il convient d'avoir une réflexion. Est-ce que la diurèse horaire est réellement toujours le reflet du débit filtration glomérulaire? Vous savez bien que non, puisque l'organisme, de manière physiologique, régule son débit urinaire pour adapter, pour contrôler l'équilibre hydrosodré de l'organisme. Donc lorsqu'il y a des perturbations de certains secteurs, ce ne sera pas un vrai reflet de la diurèse ne sera pas un vrai fidèle reflet de la filtration glomérulaire. On verra certes une oligurie, une hyperazothymie, ça sera un signe d'alerte, mais ce ne sera pas forcément un signe d'une lésion rénale. Ça peut être simplement une réponse d'adaptation tout à fait normale et physiologique à une situation de perturbation du milieu intérieur. Il est donc difficile de classifier, d'évaluer la gravité d'une insuffisance rénale. Néanmoins, chaque fois qu'on a le moindre doute, il va falloir systématiquement faire un minimum d'exploration. Et je ne parlerai que des explorations simples. Les explorations simples qu'il faut avoir le réflexe de faire de manière systématique, c'est l'échographie de la vessie des voies urinaires. Bien entendu, il est vraiment dommage d'en arriver à l'insuffisance rénale à dialyser parce qu'on a un obstacle sur les voies urinaires. Et pour ma part, j'ai déjà rencontré un patient transféré en réa pour dialyse alors qu'il s'agissait d'une sonde urinaire qui était mal placée, par exemple. Je ne jette pas la pierre, ça peut arriver à beaucoup de monde. Il ne faut donc pas oublier de systématiquement prévoir une échographie d'évaluation des voies urinaires. De la même façon, il est évident qu'on fera une évaluation hémodynamique, que si on a de la chirurgie ou un doute sur ce qui se passe au niveau abdominal, on fera une mesure de la pression intravésicale pour dépister les syndromes du compartiment abdominal. Et s'il vous plaît, n'oublions pas quelque chose d'élémentaire, de simplexe, mais très très important à ne pas oublier, c'est simplement réaliser une bandelette urinaire. Celle-ci peut être extrêmement riche de renseignements s'il nous montre par exemple qu'il y a une protéinurie massive qui oriente le diagnostic du patient. De temps en temps, on peut être amené à faire des explorations plus complexes qui peuvent aller, si c'est nécessaire, jusqu'à la biopsie rénale, bien entendu. Ça relève des spécialistes et des néphrologues. Alors, je m'arrête sur l'insuffisance rénale aiguë, l'AKI et le sepsis. En effet, il faut savoir qu'en milieu de réanimation, la très grande source
d'insuffisance rénale aiguë, c'est le sepsis. C'est le sepsis. C'est la première cause qui est observée en réanimation. Et dans cette circonstance, on s'aperçoit que les indications de dialyse ont été multipliées par 2 en 10 ans à peu près. Alors, dans la physiopathologie traditionnelle, le sepsis provoque un état de choc, il y a une hypoperfusion, et de là, ça va évoluer jusqu'à la nécrose tubulaire. C'est la physiopathe traditionnelle classique de l'atteinte rénale au cours du sepsis. Néanmoins, les mécanismes intimes sont beaucoup plus complexes, puisqu'il faut intervenir à la fois des processus micro- et macro-circulatoires, des processus inflammatoires, des processus de stress oxydatif. Ce n'est pas le lieu ici que je vous développe tout ce qui se passe au niveau local dans cette situation, mais sachez que c'est un processus beaucoup complexe que le simple hypoperfusion. En plus, c'est un processus qui, en plus d'être complexe dans les dysfonctions qui sont présentes, et en plus c'est un processus qui est dynamique dans le temps et qui évolue dans le temps. Puisqu'après une phase d'agression, une phase d'ischémie, il y a tout un emballement de lésions cellulaires qui se produisent, qui vont donc altérer le fonctionnement rénal. Et il faut bien comprendre que pour que ces processus cellulaires guérissent et cicatrisent, il va falloir un certain nombre de jours, voire de semaines, pour qu'une récupération progressivement réapparaisse. Voyons quels sont les grands principes dans la prise en charge d'une insuffisance rénale aiguë. Il faut tout d'abord traiter la cause comme toujours en priorité. Deuxièmement, on va faire attention à ne pas aggraver la situation par notre traitement. Et enfin, on mettra en œuvre des mesures symptomatiques jusqu'à la récupération de la fonction rénale qui va demander en général plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, priorité au contrôle de sepsis que l'on va coupler à bien sûr essayer de normaliser au mieux l'hémodynamique du patient et éventuellement à la prise en charge par suppléance rénale si la défaillance est importante et prolongée. Contrôler les sepsis, ça veut dire, dans le milieu qui est le mien, la réanimation chirurgicale, ne pas rater le timing de la chirurgie, ne pas laisser traîner une cause curable chirurgicalement de manière prolongée. Éviter d'aggraver les lésions, ça veut dire attention aux médicaments, en particulier aux anti-inflammatoires, aux IEC, attention à certains antibiotiques qui sont potentiellement néphrotoxiques et parfois quand même nécessaires dans cette situation. Attention aux produits de contraste utilisés de manière intempestive et non rationnelle. Donc, essayez d'optimiser l'hémodynamique, priorité. Ça va reposer, comme vous le savez, sur l'expansion volumique et normaliser la pression de perfusion. Certains avaient proposé à une certaine époque d'hyperhydrater les patients pour éviter la survenue d'une insuffisance rénale. On en dira un petit mot tout à l'heure.
On a proposé à une certaine époque des diurétiques de Lens, on en parlera, de la dopamine à petite dose, et bien sûr, ça reste d'actualité. Si l'hypercalémie est menaçante, il faut évidemment lutter contre, mais c'est une autre question. Alors, attention aux diurétiques. Je vous parle ici par exemple des produits de contraste iodés. Il a été démontré que tout ce qui est diurèse forcée dans la prévention d'une insuffisance rénale liée aux produits de contraste donc augmente le risque si on fait une diurèse forcée avec du furosémide, du mannitol, de la dopamine, etc. Ce n'est pas recommandé. Je vous montre rapidement cette dia qui m'interpelle, qui montre que si on utilise, comme on l'a fait dans une certaine époque, des doses de furosémide qu'on manipulait en grammes par jour, que la pression artérielle moyenne diminue dans le temps au fur et à mesure que les diurétiques s'accumulent. Et on voit ici par exemple que à partir de 4 grammes ou 5 grammes de furosémide en dose cumulée, la pression artérielle moyenne a diminué de 20%, ce qui n'est pas l'objectif bien sûr si on essaie de normaliser au mieux l'hémodynamique macrocirculatoire. Une autre dia qui interpelle, ça montre que le furosémide, qui est ici la dose cumulée qui est représentée ici, on voit qu'à partir de 3 grammes de furosémide, le risque de décès est multiplié par 2. Certes, il s'agit d'une étude qui date déjà de quelques années. Certes, on pourrait apporter peut-être quelques critiques, mais cela doit quand même faire réfléchir à l'utilisation du furosémide dans cette indication. En tout cas, le furosémide ne guérit pas une insuffisance rénale. Ça, il faut en être parfaitement conscient. Alors, pour normaliser l'hémodynamique, on essaie d'avoir un objectif de PAM qui, comme vous le savez, sera adapté au patient et à la pathologie du patient. Classiquement, on est autour de 65 ou de 70, sauf s'il y a par exemple des antécédents d'hypertension artérielle ou des choses de ce type. On commence par du remplissage. Je vous ai déjà parlé du chlore et son potentiel néphrotoxique. Il faut faire attention à certains solutés macromoléculaires qui présentent une certaine néphrotoxicité. Et certains ont préconisé d'utiliser un peu plus souvent l'albumine qui protégerait le glycocalyx. Mais il faut avoir beaucoup de confirmation. En plus, optimaliser l'hémodynamique, c'est pas si facile. Vous savez bien que l'on procède habituellement de manière dynamique, même sous échographie, avec des tests de remplissage. Mais ces tests de remplissage, j'en ai déjà parlé, peuvent conduire, si on les répète de manière successive dans le temps, à une hyperhydratation qui, elle, aggrave la situation. Il est évident qu'il ne faut pas laisser un patient hypovolémique. Ici, on voit la mortalité en fonction du remplissage. Le patient qui optima aura donc la mortalité la plus basse possible. Le sujet sain est capable de supporter une variation de volémie sans trop affecter la mortalité. Mais le patient qui a un sepsis et une insuffisance rénale voit donc sa mortalité extrêmement augmentée si on le laisse hypovolémique, mais on voit aussi que sa mortalité grimpe très vite s'il y a un excès de remplissage. Ça, cet aspect-là du remplissage, il ne faut pas non plus l'oublier. Et ça a bien été confirmé par des études.
Une balance hydrique positive, c'est-à-dire un excès des édèmes, ne protège pas la survenue, n'empêche pas la survenue d'une insuffisance rénale. Au contraire, il y aura plus d'insuffisance rénale et la mortalité va augmenter. C'est bien confirmé dans certaines études. Pourquoi ça? Essentiellement parce que cette surcharge liquidienne va avoir des conséquences globales sur l'organisme au niveau pulmonaire, etc., digestif. Ça peut entraîner un compartiment abdominal qui retentit sur la fonction rénale, mais simplement, ça augmente la pression intracapsulaire et donc ça met les glomérules dans des mauvaises conditions pour qu'il y ait une reprise de la filtration glomérulaire. Globalement, une surcharge liquidienne pour l'organisme de 1%, retenez ce chiffre, entraîne une mortalité une augmentation de mortalité de 3%. Donc un excès d'édème par édème de 1% entraîne une surmortalité de 3%. Donc attention à l'excès de remplissage. Un petit mot rapide des produits de contraste. Les produits de contraste, en tout cas les anciennes générations, entraînent une hypoxie du cortex et de la médulaire qui peut être responsable d'une insuffisance rénale, surtout s'il y a des facteurs favorisants, comme une insuffisance rénale chronique préalable, du diabète, une insuffisance cardiaque, des AINS, etc. Ou un gros volume de produits de contraste. Donc il faut donc manipuler, faire attention donc, aux produits de contraste. On peut essayer de prévenir la toxicité de ces produits de contraste par du bicarbonate. Les avis sont divergés. Certains proposent du sérum salé isotonique tout simple. Moi, pour ma part, étant donné les avis divergents dans la littérature, j'aime bien faire le protocole de Merten qui préconise, c'est-à-dire qu'on l'on prévoit du bicar juste avant et juste après l'administration du produit contraste si on est dans une situation où on trouve que le risque est important. Et il y a des situations que l'on rencontre vraiment où il est préférable de prendre le risque d'injecter du produit contraste pour faire le bon diagnostic. Et dans ce cas-là, il est, à mon sens, pas mal d'essayer d'encadrer la procédure par un apport du bicarbonate isotonique. Alors, quid du furosémide? Je pense que le furosémide peut avoir une place si on raisonne balance hydrosodée. C'est-à-dire que si l'objectif n'est pas de traiter l'insuffisance rénale, de la guérir, mais simplement de bien gérer la balance hydrosodée, car on sait qu'un excès est délétère pour le patient. Dans d'autres situations, il va falloir recourir à l'épuration extra-rénale, à la dialyse, et les critères classiques reposent sur le taux d'urée, l'excès de liquide, l'hypercalémie, l'équilibre acide-base, certaines atox, etc. On en reparlera lorsqu'on abordera la problématique de l'épuration extra-rénale. N'oublions pas que ces patients doivent toujours bénéficier d'un support nutritionnel avec un apport calorique suffisant. Et en 2020, je pense qu'il n'est pas raisonnable de proposer une restriction azotée injustifiée. Et je pense qu'il est bon de faire des apports protéiques de l'ordre de 1 g d'azote par kilo et par jour. Et bien sûr, on fera attention aux apports en potassium et en phosphore, si on ne veut pas se retrouver avec une hypercalémie menaçante. Alors, comment évolue la situation chez les patients?
quid de la récupération rénale? Cette récupération rénale sera fonction de multiples critères tels que l'âge, l'atteinte rénale préalable, la diurèse résiduelle, c'est-à-dire quelle quantité d'urine par 24 heures à la phase aiguë le patient présente, est-il complètement anurique ou conserve-t-il une petite diurèse résiduelle? Quel est le délai de la reprise de diurèse? Quel a été le degré de la surcharge hydrosodée au moment de la mise en œuvre de l'épuration extra-rénale? Si on laisse une surcharge hydrosodée perdurer trop longtemps, je vous l'ai dit, cela aggrave les lésions. Et certains ont trouvé que certaines modalités d'épuration extra-rénale permettaient de mieux récupérer une fonction rénale, mais c'est l'objet de discussions intenses. Alors, classiquement, la récupération se fait en moins de 4 semaines, c'est-à-dire pour une atteinte liée à un choc par exemple, une insuffisance rénale aiguë sur un choc septique qui est rapidement traité ou sur un choc hémorragique qui est rapidement traité. Classiquement, la fonction rénale récupère de manière rapide en moins de 4 semaines. On arrêtera l'épuration rénale en général lorsque la diurèse est supérieure à 500 ml par 24 heures ou lorsque le débit de filtration glomérulaire qu'on peut mesurer par une clearance de la créate par exemple est supérieur à 20 ml par minute. Mais la récupération complète et totale est, elle, beaucoup plus lente, parce que je vous ai bien expliqué qu'il y avait des lésions histologiques et que c'est la récupération de ces lésions histologiques demande du temps et ça peut demander jusque 3 mois. Malheureusement, pour un nombre de patients non négligeable, à peu près un tiers, il y aura absence de récupération et le patient deviendra dépendant d'une épuration extra-rénale à partir du moment où il a présenté cette insuffisance rénale aiguë. Alors, ne nous réjouissons pas tout à fait complètement, parce que si un patient qui a été dialysé et qui a fait une nécrose tubulaire, comme on dit classiquement, 25% de ces patients qui ont récupéré une fonction rénale, qu'on leur qualifierait entre guillemets de normale, en fait, gardent une insuffisance rénale latente, chronique, sous-jacente, parce qu'ils ont une perte de leur capital néphronique. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 2 millions de néphrons efficaces et fonctionnels, 1 million par 1, par exemple, ils ne gardent plus qu'un seul million de néphrons qui sont fonctionnels, 1 million de néphrons qui n'ont pas récupéré, et la créatinine, pour autant, est normale. Cependant, ces patients sont potentiellement ils ont un plus haut risque de développer une insuffisance rénale chronique progressive, latente, sous-jacente. C'est pour ça qu'il faut absolument envoyer ces patients voir les néphrologues pour organiser un suivi rénal à distance. Les néphrologues, en effet, ont les moyens de ralentir une insuffisance rénale chronique. Ils vont prendre en charge en essayant d'optimiser le traitement sur la pression artérielle, le traitement du diabète, le traitement les IEC, des choses de ce type-là. Ils ont les moyens de ralentir l'installation de l'insuffisance rénale chronique qui, si on y prend garde, peut conduire à un besoin de dialyse retardé. Voilà ce dont je voulais vous parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de vous répondre le mieux possible et rapidement. Je vous souhaite bon courage et la prochaine fois on parlera de l'épuration extra-rénale. Merci, au revoir.